je vais être clair. Marine Le Pen ne m'intéresse pas. Je ne peux pas m'intéresser à une dame qui dit que le problème de la France, ce sont les émigrés noirs. Elle dit l'idéologie de son parti. Ce sont l'idéologie de son parti, c'est que la France a des problèmes parce qu'il y a trop de... Elle est trop noire, la France a de devenir noire. C'est ça, c'est ça. Bon, une personne comme ça, elle est raciste. Elle est raciste. Et ça pose, on reviendra, c'est encore le problème de l'état de droit. Elle est raciste. Elle méprise les Africains. Et elle est dans une logique, et d'ailleurs c'était la position de son père, c'est sa position, que la France... Jean-Marie Le Pen. Oui, perd son âme. Même comme je ne l'aime pas, perd son âme. Elle est dans une position où, c'est-à-dire, la France a un rôle universel particulier. Que donne le droit de... C'est-à-dire que les pays africains peuvent être exploités par la France, mais le retour n'est pas possible. Alors qu'il n'y a même pas d'exploitation africaine en France. Donc, une personne comme ça, franchement, ne m'intéresse pas. Donc, par nature, normalement, je dois me réjouir de ce qui lui arrive. Je me réjouis même de ce qui lui arrive. Mais, s'arrêter à elle, c'est passer à côté de la question. Parce qu'une fois de plus, un des problèmes que nous subissons, c'est l'ingérence de l'Occident dans nos affaires nationales. Le fait que beaucoup de nos élites pensent que la référence à tout point de vue, c'est l'Occident en général, et en particulier la France, que ce soit en politique, en économie, partout. Donc ça fait que, vraiment, ça dit que toute possibilité d'autonomie dans la pensée, la capacité à produire même les paradigmes qui vont organiser notre espace de vie, nous est enlevée par cette aliénation. C'est grave, c'est gravissime. C'est ça qui m'intéresse. Et dans le combat panafricaniste, toute notre bataille, ça a été de déconstruire ce paradigme-là. Et moi, j'ai l'occasion en ordre de déconstruire un totem, de couper sa tête, terminer le totem de l'état de droit. C'est en cela que Marine Le Pen, cette affaire m'intéresse. Alors, de ce point de vue, donc, entrons dans les subtilités de cette affaire. Bon, on dit d'abord la ferme en soi. On reconnaît que ce n'est pas un agissement personnel. On reconnaît, même dans l'énoncé du verdict, on reconnaît que ce n'est pas un agissement personnel. Hein. Est-ce que, de manière fondamentale, un parti comme le parti Marine Le Pen, qui, avant les conquêtes des dernières législatives, je pense, n'arrivait même pas à se financer en France. Vous vous souvenez le scandale, la question du prêt bancaire russe. L'emprunt russe. Aujourd'hui, c'est vers les Émiratis, si j'ai bien compris, où se débrouille. C'est-à-dire un parti comme celui-là, qui est pratiquement le plus grand parti de France, n'arrive pas à se financer en France, alors que d'autres partis qui ne sont même pas, qui n'ont pas son envergure en France, ont beaucoup d'argent, beaucoup de donateurs. Il y a déjà un trucage structurel du jeu démocratique. Maintenant, par une sorte d'organisation, les frais de l'assistant parlementaire dans le cadre des mandats européens permettent de financer le parti. On dit que c'est un détournement formel, oui, mais c'est-à-dire que moi je dis, quand on s'arrête un peu là, déjà ça c'est un problème. Regardez là où on va légiférer, là où le législateur va mettre son nez, et ce n'est pas le fait du hasard, c'est pour piéger les acteurs politiques. Pourquoi je le dis? Parce que c'est la pratique, dans l'Union européenne, cette pratique est généralisée. En France, vous basez sur quoi pour dire que cette pratique est généralisée, monsieur le Président? Elle n'est pas le seul cas. Qui d'autre, selon vous? On a cité Bayrou. Premier ministre français? Oui, il est cité. C'est pratiquement le même problème qu'il a, M. Bayrou. Mais ce n'est même pas le seul. Je vous dis que dans toute l'Union européenne, cette pratique-là, c'est comme ça. Surtout pour les élus français. Mais comment expliquez-vous que lui, il bénéficie d'une forme de favoritisme, si on va parler? C'est l'état de droit. Et ça dit que c'est un procès politique. C'est l'état de droit. Je réponds. C'est l'état de droit. Voilà, l'état de droit, on va y arriver. Donc, je suis seulement au début, hein. C'est-à-dire, je vais dans le fond je vais dans le fond politique du problème. C'est-à-dire que, deuxièmement,
On instruit l'affaire et un verdict est prononcé. Ok, très bien. Mais il y a un problème, c'est que cette affaire qu'on appelle l'exécution provisoire, c'est quoi? C'est quoi? Ça viole un principe fondamental de l'état de droit, le recours. Monsieur le Président, sur cette question. Vous m'empêchez de parler, pourquoi? Sur cette question. Vous m'empêchez de parler. Je suis en train de vous faire une démonstration. Vous me demandez, je vous dis, ok, la magistrate est dans son rôle, il y a eu de l'infraction, je suis d'accord avec ça. Il y a eu une infraction, tout ça, je suis d'accord avec ça. Elle me dit qu'on l'applique, je suis d'accord. Moi, j'ai déjà dit que Marine Le Pen, ça ne m'intéresse pas. Ok. C'est quoi l'exécution provisoire? C'est-à-dire que, pourquoi il y a quel feu? Enfin, pourquoi on applique ça là maintenant? Pourquoi? En lui privant de son recours. Maintenant, Monsieur le Président. Alors, tu fais, attendez, tu fais le recours, mais attends. Tu fais le recours, mais la peine est appliquée immédiatement. Tu fais le recours, mais la peine est appliquée immédiatement. Mais alors, c'est contraire à l'état de droit. Je voulais parler de l'ordonnancement de l'état de droit. Mais elle a fait appel, Monsieur le Président. Non. On est déjà en train d'appliquer. On dit que l'exécution provisoire vise à appliquer immédiatement la décision. C'est pour ça qu'on dit qu'elle ne peut pas être candidate. Et on comptait certainement sur la longueur de procédure pour que l'affaire soit vidée dans le fond après l'élection présidentielle. Y a-t-il un agenda caché derrière tout ça? Non, laissez d'abord l'agenda. On est d'abord dans l'état de droit. Comment l'état de droit est dangereux. Allez-y. Les subtilités criminelles de l'état de droit. Et son cas, ça parle. Puisque la valeur de l'état de droit, c'est encore plus dans le rapport que les hommes politiques ont avec l'état de droit et le rapport qu'il y a entre les magistrats et les politiciens. Les juges, les magistrats et les politiciens. Un des moyens par excellence d'évaluer l'état de droit, c'est de voir l'état des rapports entre ces acteurs, non seulement de la chaîne judiciaire, mais même de la scène politique. Donc, vous voyez donc, quand nous avions parlé de l'ordonnancement, la hiérarchie des normes juridiques, c'est-à-dire que si je suis condamné, le recours est supposé, je fais recours, on suppose qu'en principe de la hiérarchie des normes juridiques, une juridiction peut-être supérieure à celle qui m'a condamné peut démontrer que non, peut renverser la décision, n'est-ce pas, et me donner raison. C'est ça. Mais pourquoi on refuse ça? Pourquoi on refuse ce droit? C'est un problème. Vous voyez qu'il y a une violation des principes fondamentaux de l'état de droit. C'est-à-dire fondamentaux. Et des droits de Marine Le Pen. Garantis par, soi-disant, l'état de droit. Mais, ok, la magistrate dit, je veux prévenir la récidive. C'est incroyable. C'est-à-dire que, oui, elle dit ça. Et le seul endroit où la magistrate voit qu'il peut avoir récidive, c'est que si elle est candidate à l'élection présidentielle, il y a risque. Et elle dit que pour ça, je ne peux pas te laisser être candidate à l'élection. Elle a dit, hein. Elle a dit. Je ne peux pas te laisser être candidate à l'élection présidentielle. Or, mon cher Gilles Bouyamousseau, Madame Le Pen est députée. Donc, la récidive, si on veut parler de ça, mais là, dans son mandat là, il peut avoir récidive. Pas dans un mandat à venir, c'est dans 2 ans. Dans le mandat là, il y a possibilité de récidive. Donc, il aurait fallu, pour être cohérent, la déchoir de son mandat, c'est possible. C'est possible. Moi, ça aurait eu plus de sens que de profiter de cette situation pour l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle. Vous voyez l'état de droit, on va y arriver, vous allez voir. Donc, même sur le plan technique, ça marche. Ça dit qu'il y a des problèmes. Mais on peut continuer. L'état de droit. Jules Bouyamousseau. Vous trouvez normal que les corrompus, les gens les plus corrompus jugent des infractions de supposés ou des corrompus potentiels? Quand on observe ce qui se dessine, on a là avec Olingue Nguema une image de Paris voulant montrer que voilà le type de militaire que nous on veut. Voilà le type de transition militaire au cas où ça arrivait que nous voulons. Donc, voilà un militaire qui a abandonné le costume militaire. Rapidement, il a enfilé la tenue civile, il est allé aux élections, il a mené une transition très très rapidement, il est allé aux élections. Donc il y a la volonté comment on dit ça, de masquer la continuité franco-gabonaise à travers la prétendue
légitimité électorale démocratique qui désormais va dont est désormais auréolé M. Oligui Nguema. Ça a des conséquences dans la sous-région. Surtout mon regard. Vous regardez, il y a des tentations dynastiques dans la sous-région. Au Congo-Brazzaville, on vous parle de plus en plus du fils de Sassou Nguesso. Oui. En Guinée équatoriale, le fils est déjà sur orbite. Au Cameroun, cette tentation n'est pas écartée. Donc, vous voyez très bien que là, la carte Oligui Nguema peut être une bonne carte que la France s'est donnée pour préparer un retour en force dans son giron, oui. son ancien giron, parlons comme ça, de manière à ce que le phénomène qu'il y a eu à l'ES soit retourné par Paris, mais pour son propre compte. Y compris en favorisant dans les pays du précaré en Afrique centrale de fausses transitions militaro-révolutionnaires. Donc, parce que Oligui Nguema, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il se prévaut? On dit qu'il est un héros. Bon, son héroïsme est basé sur quoi? Il dit qu'il a mis fin à la dynastie Bongo. Vous allez très bien. Il a mis fin à la dynastie Bongo. Deuxièmement, il va protéger le Gabon parce que dans la Constitution, on a protégé le Gabon d'une infiltration étrangère liée à une épouse qui serait d'origine étrangère. Il dit ça c'est lui. Donc, on dit que troisièmement, c'est le démocrate, puisque 2 mandats, je pars. Dans la Constitution, je pars. Donc, vous voyez, en Afrique de l'Ouest, la France joue avec le Sénégal, oui. La France joue là-dessus, n'est-ce pas? En Afrique centrale, ben, elle a enfin trouvé son pion. Voilà, un cheval, le bon pion, qui peut servir de mascotte à cette nouvelle stratégie française. C'est ça le soutien de Paris en Oligui Nguema. C'est ça aussi son allégeance sournoise et masquée à Paris. Enfin, il y a l'homme lui-même, Nandedi. Le président gabonais a accumulé une très très grosse fortune. Il est très riche. Cette fortune est placée où? Est sécurisée où? Il est très intelligent. Il ne va pas aller attaquer les puissances où ses richesses sont pour la plupart hébergées. Il est très riche, d'où lui vient sa fortune. Ne croyez pas que c'est un des facteurs déterminants de sa démarche. C'est d'abord protéger sa fortune. Sa fortune. Donc voilà, c'est donc tout ça nous amène à dire que bon, nous ne sommes pas surpris. En même temps, nous n'avons jamais entendu grand-chose venant du Gabon parce qu'au regard de l'histoire du Gabon, en même temps, nous saluons la fin de la dynastie d'Ali Bongo. On ne va pas pleurer sur Ali Bongo. Nous saluons ça. Nous prenons acte de la dynamique, certes, embryonnaire panafricaniste qui travaille le pays, le Tchad, le Gabon, pardon, et qui se traduit par la demande du départ des troupes militaires françaises, la fermeture des bases militaires françaises au Gabon. On prend acte de tout ça, on verra comment ces dynamiques-là vont cohabiter, vont interagir, ce que ça va donner dans quelques années. Je voulais revenir sur le cas de la Roumanie. Vous passez trop vite sur ça, comme ça. Il faut montrer le caractère, c'est-à-dire, les méthodes sont des méthodes mafieuses. Ce sont des méthodes les plus barbares d'une autre époque. Parce que quand on passe comme ça sur le cas de Roumanie, le monsieur qui ne suit pas l'affaire, il va croire que non, c'est une mince affaire. Non, il faut dire que quelqu'un gagne les élections. Il gagne les élections. On l'accuse d'être un pro-russe. Monsieur le Président. Attendez. Ceux qui l'accusent, on va en justice. Il n'y a aucune preuve contre lui, il faut l'appeler ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve contre ce monsieur. Aucune preuve. Aucune preuve. C'est-à-dire que la preuve de la russophilie du candidat, du vainqueur de l'élection présidentielle en Roumanie, la preuve, c'est que l'Union européenne a dit qu'il est un espion de la Russie. Voilà la preuve. Après les enquêtes, il n'y a aucune preuve. Jusqu'à là, on ne rétablit pas. On reprogramme l'élection. Attendez.
on reprogramme l'élection. Attendez, quand il se prépare pour aller mettre sa candidature, on l'arrête en pleine route, dans la rue, on l'attrape pour l'empêcher de mettre sa candidature à temps. Mais dis donc, ça c'est même plus que Al Capone. Où est-ce qu'on voit ça? Donc il faut penser comme ça. C'est grave. C'est très grave. Quand on arrive à ce niveau de sauvagerie et de barbarie dans des pays dits démocratiques et de la part d'une institution, soit disant le temple de la démocratie dans l'Union européenne, c'est pas de commentaire. Vous ne voulez pas ça dans aucun pays africain. Monsieur le Président, je dis, vous ne voulez pas ça dans aucun pays africain. On n'est pas à ce niveau-là, dans des pays africains qui sont pourtant traités de dictature. Monsieur le Président, toujours sur le cas de la Roumanie, vous parlez de ce candidat, M. Georgescu, qui a été arrêté et puis relâché. On l'a arrêté comment? Il faut dire que le but de l'arrestation était de l'empêcher de poser sa candidature. C'est ça. Monsieur le Président, la Cour constitutionnelle fait état de ce qu'il y a plusieurs plaintes contre sa personne et que, en principe, au regard des menaces que ces institutions entrevoient sur leur pays, notamment de la part, vous avez parlé des soupçons de connivence avec la Russie, l'État peut prendre des mesures dans ce sens. Oui, mais bon, dans ce cas, dans leur état de droit, là, une plainte, c'est la preuve. Donc, il faut que je porte plainte à M. Jules, ou à M. Mpé comme étant un bandit, et ça justifie que je l'ai arrêté chez lui et l'enfermer. Dans ce cas, c'est plus l'état de droit, c'est l'état de sauvagerie. C'est ça qu'il s'agit. Le débat sur ça, c'est clos. En Roumanie, le débat, là, il est clos. Hein? Il est clos. Donc, pourquoi le président qui est en bas, pourquoi il démissionne? Monsieur, il y a les voies de recours, monsieur le président. Il y a les voies de recours pour lui, pour essayer de laver cet affront dont il est victime. Mais je crois qu'il s'est inscrit dans ça. Est-ce que, pendant tous ces moments-là, ces péripéties, est-ce qu'il a posé un acte qui défiait l'état de droit agression de la Roumanie? Pas du tout. C'est ceux qui veulent le faire disparaître politiquement, n'est-ce pas, qui sont en train de démontrer que l'état de droit en Europe, c'est une fable pour enfants. Mais Monsieur le Président, l'état de droit est le garant également des valeurs. Et quelle valeur? Est le garant des valeurs en principe. Quelle valeur? Les valeurs européennes. Ils estiment donc proclamer ou pratiquer. Georgescu menace ces valeurs. Non, il menace, oui, dans ce cas, ça devient l'état de droit devient un paravent. Un paravent théorique, un paravent relevant de la rhétorique et de la propagande que d'une réalité. Mais vous avez raison, parce que l'Union européenne, le socle, la matrice de l'Union européenne, au regard de tous ces textes fondateurs, c'est la prééminence du droit. C'est-à-dire que la vocation de l'Union européenne, d'après les concepteurs, serait d'être le pays où la prééminence du droit est consacrée. Que c'est la vocation de l'Union européenne. De ce point de vue, donc, on se demande à la fin, c'est quoi l'état de droit à la fin? C'est quoi à la fin l'état de droit? Parce que, tel que défini, dans la définition de l'état de droit, on va faire simple pour ceux qui nous écoutent, c'est s'assurer que la puissance de l'État est encadrée et soumise à la loi, est soumise au droit. Alors, ce principe, il se manifeste par le fait qu'il y ait des juridictions indépendantes de l'État, qu'il y ait une séparation des pouvoirs, législatifs, exécutifs, judiciaires, etc. Et que, c'est important, et que cette charpente-là soit assise sur ce qu'ils appellent la hiérarchie des normes juridiques. La hiérarchie des normes juridiques, qui suppose que les principes juridiques, les normes juridiques, sont hiérarchisées d'après le principe, c'est pas que il n'y a pas une norme juridique inférieure qui ne soit pas justifiée par une norme juridique supérieure. De ce point de vue, la norme juridique inférieure ne peut pas être supérieure à la norme juridique supérieure. Le tout se tient. Donc, je caricature, je résume la définition qu'il y a de l'état de droit. C'est ça, que l'État, la puissance de l'État, soit soumise au droit, à la loi. C'est ça qu'il s'agit. Donc, le reste, la séparation des pouvoirs, la capacité à ériger des juridictions indépendantes,
le respect de la hiérarchie des normes juridiques. Et parlant de hiérarchie, vous allez voir donc que vous avez la Constitution, la première, norme supérieure, vous avez les traités internationaux, après vous avez la loi, vous avez ce qu'on appelle les règlements administratifs, voilà. Et en bas vous avez les conventions entre les parties privées et non privées. Donc, voilà un peu comment c'est ordonnancé. Alors, tout ça sont des instruments, des mécanismes qui sont censés produire 2 ou 3 caractéristiques fondamentales. On parle de caractéristiques fondamentales. La légalité, une légalité. C'est-à-dire qu'il y a un système juridique qu'on peut apprécier, qu'on peut analyser, qui est systématisé sur la base de l'état de droit, tel que je viens de vous définir les articulations. Et vous avez ce qu'on appelle une légalité en droit de toutes les personnes juridiques. Légalité en droit. C'est différent de la légalité. Légalité en droit de toutes les personnes juridiques. Donc, vous voyez très bien que ce sont des aspects, des caractéristiques fondamentaux de l'état de droit. Là-bas, c'est que une personne juridique, en termes d'égalité, peut, c'est-à-dire, se défendre en estant auprès des instances supérieures, au cas où il estime que, n'est-ce pas, il a subi une négation de ses droits. Donc, de ce point de vue, cette architecture, ben, elle paraît très belle, elle est très belle, mais ce n'est qu'une architecture, mes chers amis. Ce n'est qu'une architecture. Alors, je vous ai dit, moi je vous pose la question, que dit l'état de droit par rapport à la colonisation? Que dit l'état de droit par rapport à l'esclavage? Que dit l'état de droit par rapport au néocolonialisme? Moi, je suis un Africain. Je ne suis pas obnubilé par ce que me racontent les apparences du système de l'état de droit européen. Ça m'intéresse. Je regarde la pratique, mes rapports concrets, mes rapports pratiques avec l'Occident, c'est ce que moi je regarde. Alors, depuis, que dit l'état de droit par rapport à tous ces phénomènes, par rapport aux ingérences? On peut dire que l'état de droit évolue. Non, mais c'est pas. Quelle évolution? Quelle est l'évolution? Cette évolution a changé quoi en Afrique? D'accord. Si Lui, elle évolue. Des évolutions. Elle évolue, oui. Par rapport à quoi? Est-ce que. Ok, bon, l'évolution. Quand il y a eu l'esclavage, certainement de l'esclavage, la colonisation, elle a évolué. Mais qu'est-ce qui a changé pour nous, les Africains? Qu'est-ce qui a changé? Monsieur le Président, on peut classer cela dans le cadre du passé honteux. Quel passé honteux? C'est-à-dire, tout système a toujours eu des imperfections dans son façonnement. Oui, mais sauf que je ne parle pas du passé. Quand on parlait de l'esclavage, on est passé à la colonisation. On a dit non, l'esclavage c'est passé. Arrêtez de pleurer. Bon, on a dit ok, on passe aux indépendances. Ils ont inventé le néocolonialisme. Non. La colonisation c'est passé. Mais je vous parle de l'actualité qui est là, dans le sens où tous ces phénomènes se tiennent. Ils se tiennent, c'est le fait. Moi, je vous dis, pourquoi voulez-vous que moi, un Africain, j'ai étudié les nuances les plus subtiles de l'état de droit en Europe. Je l'ai vu un peu qu'un agrégé en droit public européen. Vous estimez qu'il n'y a pas évolution, mais il y a continuité? C'est la continuité. Vous avez bien compris. C'est la continuité. Elle se sophistique davantage. Puisque plus elle fait le mal, plus elle se sophistique, plus elle revendique, n'est-ce pas, qu'on lui donne encore plus de légitimité de reconnaissance. Pour ne pas aller très loin, prenons le cas du rapport entre l'Union européenne signe un contrat avec Kagame. Sur les matières premières volées. C'est-à-dire que Kagame, c'est un bandit, c'est reconnu. Il vole ce qui ne lui appartient pas. Que fait l'Union européenne? L'Union européenne sait très bien que ce sont des minerais volés. Et en plus, des minerais de sang. C'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'on tue les Congolais. Les morts, on a près de 20 millions de morts. Moi, je vous demande donc alors. Donc, l'état de droit est encore devenu plus beau, plus légitime, plus brillant et sophistiqué parce que l'Union européenne a signé avec Kagame pour obtenir des minerais du crime et de la honte. C'est ce que ça veut dire. Alors, dites-moi comment on peut justifier cet accord.
C'est pas un pays africain qui a signé. Hein. C'est la grande Union européenne, le temple de l'état de droit, qui vous fascine tant. C'est elle qui signe. Et nous savons, elle refuse comment dire ça, de revenir sur l'accord. Elle refuse. Donc, c'est ce que je suis en train de vous parler. Je vous dis que l'état de droit est un masque, c'est-à-dire, c'est le stade suprême du mal. Monsieur le Président, est-ce que vous extrapolez pas un peu? Parce que en quoi faisant? On a à croire que vous preniez juste quelques facettes négatives de l'état de droit, qui en réalité, vous l'avez dit dès vos propos liminaires, qui neutralise la puissance publique et le soumet à la loi. D'abord, je vais vous donner un exemple. Je vais vous répondre. C'est l'Union européenne qui va vous répondre. Je reprends. Allez-y. Voilà. Parce que moi, il est mieux que je vous oppose les thèses de l'Union européenne elle-même. Là, vous allez me laisser tranquille. Parce que j'ai en face de moi le procureur envoyé par l'Union européenne. Mais c'est une bonne chose, hein. C'est une bonne chose. Écoutez, je crois qu'on est au mois de mars 2011. 2012. C'est-à-dire que mars 2011-2012. Alors, l'Union européenne organise un grand événement. Dans le cadre de ce qu'ils appellent la commission de Venise. Vous allez faire des recherches après, vous allez voir quand la commission de Venise. C'est le lieu où on pense, c'est le lieu où on pense sur l'état de droit. Alors, il faut un événement qui avait pour thème l'état de droit en Europe. Mais, écoutez bien, ils disent, comme concept pratique, je répète, l'état de droit comme concept pratique. Rule of laws as a practice concept. C'est le thème d'un grand séminaire qui a réuni les États européens. Voilà. Ils reconnaissent eux-mêmes, écoutez-moi bien, ils reconnaissent eux-mêmes, je vous donne les références, hein, ils reconnaissent eux-mêmes qu'il y a un problème il y a un grand décalage entre la théorie et la pratique. Monsieur. Donc, ils disent donc que non, il faut voir donc comment on va venir, on va être encore plus pratique. À l'issue du séminaire, ils vont passer de caractéristiques d'un état de droit aux critères qui permettent de dire que cet état-ci est un état de droit. Et la mission de l'Union européenne, sa vocation, c'est donc de faire advenir dans toute sa beauté, dans toute son entièreté, et rendre donc réel l'état de droit au sein de l'Union européenne. Alors moi, je vous pose la question, mais ne soyez pas plus réaliste que le roi. Eux-mêmes reconnaissent qu'il y a un grand écart entre ce qui est le modèle théorique de l'état de droit, version européenne, et la réalité. Le départ des bases militaires françaises du Gabon, c'est une résolution. C'est une résolution. Qu'est-ce que Olingema va en faire? Il a dit que ne chasse plus personne. C'est ce qu'il a dit, hein? Il n'est pas là pour chasser quelqu'un. Mais la conférence a dit, tu dois faire partie de la base militaire française qui est arrivée. C'est qui là-dedans? Qu'est-ce qu'il va faire de ça? Donc, qu'est-ce que moi je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire qu'on est là devant un modèle qui arrange l'état profond mondial, en général, et particulièrement la France et l'Union européenne, à savoir un putschiste qui va venir américaniser à travers des grimaces, un ensemble de gestes, qui va venir comme ça, de manière spectaculaire, mettre fin à un régime dont tout le monde est fatigué. Et vous savez que quand on est fatigué, on ne réfléchit plus beaucoup. On est même prêt. Au Cameroun, on ne veut qu'à dire que même si c'est le diable, on va le préférer. Donc, les trucs sont clairs. Voilà. Donc, un des atouts majeurs de la France à l'Afrique centrale, si on met le côté de la Centrafrique, et dans une certaine mesure le Tchad, c'est la lassitude des populations à l'égard des régimes. Au Cameroun, les Camerounais en ont marre du régime en place. Ils sont même prêts à accueillir le diable. Au Congo-Brazzaville, c'est pareil. Mais président Banakani, est-ce qu'on ne peut pas voir sous un autre angle cette arrivée de M. Olingi Nguema? Quel angle? Sous l'angle du fait que il sera plus possible pour les dynasties de continuer à régner en Afrique. Mais c'est ce qu'il a dit. Comme on l'a connu pendant 50 ans au Gabon. Oui, c'est ce qu'il a dit. Mais sauf que vous oubliez un paramètre important. On peut transformer les dynasties biologiques en dynasties financières et économiques. Et c'est plus grave. Sur l'opération qui est au Gabon, je dis que Pascaline Bongo est derrière le Nguema. C'est qui? Lui-même, c'est un bongo.
C'est un des Gabonais les plus riches. Les plus riches. Oui, Lingema. Il a fait comment? Il est dedans. Donc, je dis que la transformation des dynasties biologiques en dynasties économico-financières pour produire des oligarchies tropicalisées, néocoloniales. Hein? C'est encore un truc plus dangereux parce que vous aurez l'impression que les choses ont changé alors que rien n'a changé. Qu'est-ce que c'est en train de faire, M. Faure? Que fait Faure il y a des mois au Togo? Qu'est-ce qu'il a fait au Togo? Tout ça en se cachant derrière le panafricanisme. Qu'est-ce qu'il a fait au Togo? Qu'est-ce qu'on prépare au Congo-Brazzaville? Et qu'est-ce qu'une faction de l'Ando-Kona Camerounais prépare? Pourquoi vous allez loin? Quand on sait que le fils du président Pobia est entre guillemets en train d'être préparé pour remplacer son père, est-ce que cette démarche du Gabon là ne peut pas encourager les populations à ne pas accepter ça? Mais au Gabon, il suffit de danser, non? De danser, de faire le rap, etc. Tu passes. Hein? Si tu es un militaire, tu fais les sauts en parachute, tu vas passer. Il a fait une très belle campagne. Il a fait une belle campagne correspondant. Apparemment, c'est ce que les Gabonais voulaient. Il les a servi ça. Puisqu'il est le héros. Quel est l'héroïsme du président Lingema? C'est quoi? C'est que je fais partie Bongo du pouvoir. J'ai empêché la continuité du régime Bongo. C'est ça son héroïsme. Mais vous voyez que c'est ça qu'on va vous vendre dans beaucoup de pays de la sous-région. C'est ça l'enjeu. Au Congo-Brazzaville, un scénario comme ça n'est pas impossible, hein, même si ça soit bien verrouillé. Ce n'est pas impossible, un pareil scénario. C'est-à-dire que ce n'est pas impossible un pareil scénario où Olungama surgit et il dit aussi que bon, je suis le héros parce que j'ai fait partie, j'ai empêché la dynastie, ça fout du conflit. Alors qu'on veut de la dynastie. Hein. Sauf qu'il viendra renouveler ça, transformer la dynastie biologique en dynastie économico-financière. Il faut faire attention. En Guinée équatoriale, les choses sont claires. Les choses sont claires, non? Si. Il y a un fils, déjà lui le président. Il est vice-président pour l'instant. Il est là. Au Cameroun, l'Ando-Kona Camerounais a plusieurs scénarios. Il y a le scénario pour le Franc-Biya. Je vous rappelle qu'on a été le seul parti à être clair sur la question. Hein. Vous vous rappelez? On a été clair sur la question. D'autres vous disent que non, c'est son droit. Nous, on allait loin, on a dit qu'il n'a pas le droit. Nous, on a été clair qu'il n'a même pas le droit. Du fait que son père a fait 42 ans, 43 ans, manifestement, il va encore briguer. N'est-ce pas? Donc, lui qui l'oublie. Il n'y a pas de que tu as le droit, il n'y a pas de droit. Comme si on dit à Brazzaville que non, les fils Sassou ont le droit. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. C'est pareil même pour la Guinée équatoriale. Il faut que des dynasties doivent justifier leur existence historique. On ne peut pas dire que je vais remplacer mon père parce que c'est mon père. Non, tu veux me faire quoi? Tu as quel projet? Tu veux me faire quoi? Tout ça, c'est dangereux pour la sous-région. Tout ça, c'est parce que, bon, on espère que... Voilà aussi un des enjeux du Cameroun, parce que le pays leader naturel de la sous-région, il est dans quel état? Quel est le projet qu'il a pour la sous-région? Et quelles sont les attentes? Notre président ne parle pas. Je n'attends rien, je travaille. Nous, on travaille, on n'attend pas. Sauf qu'on n'a pas la même stratégie que les autres. Nous, on travaille, on n'attend pas. Donc, je dis qu'Olunguen Nguema, voilà, il a réussi. À renverser Ali Bongo. Le plus dur arrive. Maintenant, il est chef d'État. Là, c'est pour les parachutes. Ce n'est plus la danse, ce n'est plus le rap. C'est la capacité à mobiliser un pays qui croit que tout le problème, c'était Ali Bongo, la famille Bongo. Alors qu'il y a un problème sérieux au niveau du mouvement des mentalités. Il faut que le pays s'arrime à cette nouvelle donne politique, économique, géopolitique, mondiale, sociale, etc. On espère, je souhaite bonne chance au président Olunguen Nguema. Je souhaite bonne chance en espérant qu'il va réussir. Mais vraiment, n'oubliez pas, la France est derrière. Voilà le modèle. Si l'Algérie ne se saisit pas, elle va payer les pots cassés, cette affaire. Elle va payer les pots cassés. C'est en cela que nous disons que nous ne comprenons pas le comportement de l'État algérien. Je trouve le comportement totalement irrationnel. Mais en même temps, nous n'avons pas intérêt, qu'il y ait une guerre aujourd'hui entre les États de l'AES et l'Algérie. Je vais aller plus loin. Deuxièmement, nous n'avons pas intérêt que l'État profond renverse l'Algérie. Parce que si l'Algérie est renversée, c'est au profit de qui? Au niveau de journal. Du Maroc? Très bien. Qui maîtrise le Maroc? Le Maroc travaille carrément pour les intérêts que nous connaissons. Voilà. Deuxièmement, la Tunisie. La Tunisie est devenue ouvertement un protectorat américain. Je ne parle même pas de la Mauritanie.
qui est aujourd'hui, comme l'Algérie, un État qui travaille contre l'AES clairement. Donc vous voyez qu'il faut être extrêmement prudent, il faut être... vraiment, il faut appeler à un apaisement rationnel. D'accord. Je m'explique, si vous voulez. Oui, allez-y, Président. C'est quoi un apaisement rationnel? C'est en même temps faire ce que l'État malien est en train de faire. Continuer à consolider la montée en puissance militaire du pays. Renforcer les alliances stratégiques tout en les diversifiant. L'axe avec Moscou, c'est le pilier principal sur le plan de la sécurité, mais être ouvert à toute diversification. Mais en même temps, comprendre que l'intérêt aussi de l'AES, ce n'est pas une Algérie déstabilisée. Oui. Voilà, donc, ouais, que moi je me démarque je vois il y a beaucoup d'émotions qui circulent, mais tous les observateurs sérieux qui regardent la question voient que les deux pays, pas, ou bien les deux entités, vous parlez de l'AES et de l'Algérie, ont intérêt à un apaisement rationnel. Nous avons tous à perdre au cas où il y a une... C'est l'Afrique qui perdra. L'Afrique qui perd, sur le plan, un chaos sous-régional. La France n'attend que ça, l'OTAN, comme vous dites, n'attend que ça. Oh, je voudrais préciser, la chance qu'il y a aujourd'hui, c'est que quand on parle d'État profond, l'OTAN, non, il y a Trump, il a changé la donne. Ouais. Mais l'État profond américain s'est déporté à l'Union européenne, en Europe. Vous voyez ça, au sein de l'Union européenne et au sein du Tintin qui est à Paris, là, qui s'agite. Ça fait donc que ça serait du pain béni aujourd'hui, vous voyez, un conflit, une confrontation entre l'Algérie et le Mali, serait du pain béni aujourd'hui pour la France. Il faut que nous travaillions, comme je l'ai dit, de manière rationnelle, dans le sens d'un apaisement rationnel, que l'Algérie sache qu'elle perdra beaucoup si elle s'attaque au Mali, mais que le Mali aussi comprenne que j'ai intérêt, l'AES et moi, nous avons intérêt à ce qu'il y ait une relation équilibrée avec l'Algérie. C'est cet équilibre-là qu'il faut construire au niveau de la sous-région. Le monde entier a pu apprécier le grand engagement, j'allais dire même sacrificiel, de Luc Michel aux côtés de l'Afrique et des Africains. Beaucoup ne savent pas le prix que ça lui coûtait. Mais moi, j'ai eu l'occasion de vérifier, pas, de manière concrète, ce que ça lui coûtait d'être à nos côtés. Il a perdu beaucoup d'amis en Europe, en Belgique, en Europe, en France, partout. Il a perdu, beaucoup de portes lui ont été fermées. Il était très difficile en Europe. Et en Belgique, à Luc Michel, par exemple, je vous dis, de louer des salles pour ses conférences. Tellement il était étiqueté comme étant un traître. Toujours en procès, beaucoup de portes se sont fermées, lui ont été fermées. Il a perdu beaucoup d'amis, il y en a un qui ne le saluait même pas. C'était comme un pestiféré. Comme un pestiféré. Y compris même dans certains milieux militants dits de gauche ou d'extrême gauche. Malgré tout ça, il n'avait jamais cédé. Il n'a pas cédé, il est resté ferme dans cette position. C'est un très grand panafricaniste, avec une grande culture historique, une grande culture politique, ce qui lui permettait d'aborder toutes les situations avec une aisance qui était extrêmement remarquable. Une aisance extrêmement impressionnante. On ne restait pas indifférent quand on écoutait Luc Michel, de par l'autorité qui émanait de sa vaste culture. Il a défendu la cause africaine comme s'il était africain. D'ailleurs, pour nous, il est africain, comme un vrai Africain, mieux que beaucoup d'Africains à la peau noire, qui n'ont jamais cessé de trahir leur continent. Il a formé beaucoup, il a contribué énormément à la formation de l'opinion panafricaniste afro-mondial. Ça porte sa marque, il a beaucoup contribué à ça. Le NMP dit que la réforme du code électoral se justifie pour nous, c'est un moyen vers une finalité plus importante. C'est quoi la finalité? La décolonisation du Cameroun, la sortie du franc CFA, l'indépendance, la souveraineté, l'émancipation économique, culturelle, géopolitique. Vous voyez les gens qui réclament le développement électoral là, ils vont faire comme objectif? Jamais. Ils sont ailleurs.
Ils veulent seulement que les élections soient transparentes pour qu'il remplace le président Paul Biya et continuer la colonisation. C'est ça là. Attendez. C'est ça la différence fondamentale qu'il y a entre nous. C'est clair et net et c'est connu. Je veux des élections. Mais je sais très bien qu'il n'y aura jamais d'élections transparentes tant que le franc CFA existe. Tant qu'au niveau de la géopolitique, on est des esclaves. Tant qu'au niveau économique, on est des esclaves. Tant qu'au niveau culturel, on est sur hypnose, etc. Quand on aurait un peuple inculte, sans culture politique, etc. Je le sais. Ce ne sont pas des élections, ça. Ouais, il faut bien voir la différence. Hein. C'est ça qui nous différencie. Et je suis ferme là-dessus. Je sais qu'on aura raison. On aura raison. L'histoire nous aura raison. Et qui rentre une élection transparente. Si je dois parler comme ne sont pas de loi. C'est le peuple qui rend une élection transparente. C'est la mobilisation du peuple qui rend une élection transparente. Ce n'est pas le savoir-faire des juristes. Ni le génie juridique. Mais le peuple a toujours voté, mais souvent... Observez bien. Non, observez, non. Tant qu'ils se mobilisent, la donne change. En 90, on avait un code plus pire. Parce que les gens oublient qu'il y a évolution. On a 1, on a 2, il y a eu beaucoup d'évolution. Hein. Quand on regarde dans la perspective, il y a eu beaucoup d'évolution. En 92, c'était le code du parti unique, quasiment. Quasiment. L'administration territoriale gérait tout. Vous n'avez pas dit qu'on a battu le candidat Paul Biya. On l'a mis sérieusement en difficulté. À disposition d'un tour qu'il a fait gagner. On a vu ça dans les législatives et les municipales. Vous vous rappelez ça à un moment donné? L'opposition dans son ensemble, parlons comme ça. Avec la majorité. C'est M. Kodok, M. Dakole qui ont sauvé le régime. Pourquoi? Parce que le peuple croyait encore qu'à travers la mobilisation électorale, il devait venir à bout du régime. Ça, c'est depuis très longtemps. Or, que font cette opposition? Qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de créer les mécanismes sérieux de mobilisation du peuple, puisque on dit que le but, je suis cohérent, je pense, le but c'est le renversement de ce régime-ci. Que les histoires de France et Famachin, les histoires de Bandakania et sa bande, ça ne veut rien dire d'abord. Quelqu'un même dit que, je ne vais pas le citer ici, il a même dit que non, que le préféralisme s'occupe, croit qu'il faut changer l'extérieur pour changer l'intérieur. Au vu de son niveau, on préfère se taire, il ne faut pas lui répondre. Le franc CFA, c'est une affaire extérieure. On utilise le franc CFA en France. C'est quand même terrible. Vous voyez à quel niveau? Mauvaise foi. La France-Afrique, c'est une affaire extérieure. Les accords secrets, c'est une affaire extérieure. La question de l'iniquité des termes de l'échange, c'est une affaire extérieure. C'est une affaire extérieure. Vous voyez comment quand on n'a pas l'argument, on verse dans la mauvaise foi. Ce sont des gens qui se passent pour des lumières, alors qu'ils sont pires que les ténèbres. Quand vous dites que non, les panafricains disent que l'extérieur prime sur l'intérieur. C'est quand même amusant. Vous voyez, avec de telles conceptions, Madame Yabmou, avec de telles conceptions, comment peut-on aborder la question électorale avec de la sérénité, avec de la vérité? Et vous voulez que moi, j'aime m'aligner dans les choses comme ça? Je préfère rester seul dans mon coin. Je préfère même plus faire la politique que de marcher avec les gens comme ça. Je ne peux pas. C'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que vous voyez les gens vous disent que non. Les questions là sont des questions extérieures. On dirait qu'ils n'ont jamais fait ils ne sont même pas des militants, ils n'ont jamais fait, c'est-à-dire, ils n'ont jamais fait la moindre formation politique. C'est-à-dire, dans leur mouvement, là, plus on les abrutit, plus ils sont brillants, plus ils pensent qu'ils savent. Le franc CFA, c'est une question électorale. La France-Afrique est une question électorale, Jules Bouyamousso. Sauf si on parle d'autre chose. La question de l'iniquité des termes de l'échange, c'est une question électorale. La question de la diplomatie mondiale, c'est une question électorale. La question de la géopolitique mondiale, c'est une question électorale. Par quelle mesure on peut dissocier ces questions-là de la question électorale? Si, dans un pays, le cadre électoral n'est pas en mesure de prendre en charge de telles questions, ce n'est pas un cadre électoral, c'est un cadre de sorcellerie. Malgré ce code électoral, on peut pas le président Paul Biya. Il n'y a aucun code électoral au monde. Quel que soit son caractère sophistiqué qui peut s'opposer à la volonté d'un peuple décidé à en finir avec la Belgique. N'existe pas. Un code électoral, c'est plus fort qu'une armée. Les peuples renversent les armées, non? Ils prennent le pouvoir et imposent leur point de vue. Donc, vous dites que j'avais déjà expliqué ici dans quelles conditions c'est possible. J'ai pris l'exemple du Sénégal sur Abdou Diouf.
Je voulais vous rappeler que le Sénégal a été l'un des premiers pays africains à expérimenter les ajustements structurels. Dès que Senghor part du pouvoir, le Sénégal est confronté aux questions d'ajustement structurel. Vous savez que le propre des ajustements structurels, c'est la misère sociale et d'alimenter la colère sociale et la rupture des liens entre le régime et les populations. Alors, à un moment donné, Diouf était très contesté parce qu'il y avait les souffrances d'ajustement structurel. Une, deux fois, il a gagné. Mais la troisième fois, le SOPI, dans le cadre de la néocolonie française, la démocratie néocoloniale, Ouad avait réussi à structurer un mouvement socio-politique qui lui a permis de créer un rapport de force populaire tel que Diouf ne pouvait pas truquer. Alors, quand l'élection a lieu, le général qui était chargé de la sécurité du pays, c'est-à-dire de passer à ma force quand les unes ont dit le contraire, il a dit, Monsieur le Président, cette fois-ci on ne peut pas. Le pays va se casser. Tout sauvegarder l'essentiel de l'État, vous devez partir. Et Diouf a appelé Ouad, Monsieur Ouad, félicitations. C'est ça l'histoire, c'est ça, c'est quand allez vous renseigner. Donc, la seule chose qui brise le carcan du code électoral, je répète, c'est la mobilisation populaire. Mais sur quoi allons mobiliser un peuple quand les perspectives fondamentales de sa libération ne vous intéressent pas? Pourquoi vous ne les voyez pas dans les combats sociaux? Ils ont les moyens de prendre ces combats-là en charge. Ils sont dans l'électoralisme, dans le buzz, dans les postures, machin comme ça. Et on croit qu'on va changer le code électoral d'un pays par son génie juridique. C'est de l'enfantillage. On change pas un code électoral par le génie juridique. On peut animer, on dit qu'au pays des aveugles, les bonnes sont rois. On peut animer, on peut faire l'animation électoraliste. Attendez, à la veille d'une élection, on peut faire de l'animation. Mais croire que vous allez bousculer un système si établi seulement par votre génie juridique, ou bien parce que vous comptez sur l'extérieur, non, c'est de l'enfantillage. Ça marche pas dans ce régime. Oui, mais là, on est devant un cas flagrant de violation de la loi par le président. Il faut rapidement réparer ça. Rapidement réparer ça. C'est très gênant de voir ça. Et tout à l'heure, ça revient à ce que nous disions ici concernant les pressions que le président subit face à son entourage du fait de son âge. Voilà encore l'exemple. Il est incroyable de faire signer au chef de l'État de tel. J'ai lu cette loi avec vous tout à l'heure. Il faut dire que nous avons cherché la loi, nous avons vérifié, nous avons vu. Espérons qu'elle va démissionner pour se conformer à la loi. Le mal est déjà fait. Président Banankani, est-ce qu'on ne devrait pas s'attendre, connaissant les manières de procédure de ces personnes, est-ce qu'on ne va pas s'attendre à une démission antidatée? Ce serait toujours une violation de la loi. Si la démission est dûment antidatée, c'est toujours une violation de la loi. Elle doit démissionner. Elle doit démissionner. Parce que le président a violé la loi. Devrait-être démissionner du RDPC. Non, il y a deux faits. Le président a violé la loi. Il faut qu'on tire les conséquences de la violation de la loi. Cet acte-là est nul. Elle doit démissionner. C'est nul. Et le président doit réparer ça. Rapidement. Réparer ça. Si la démission est antidatée, c'est encore grave. Il ne faut pas se moquer des gens. Il ne faut pas violer l'esprit de la loi. Il ne faut pas attaquer l'esprit de la loi. Mais comment on pourra prouver que c'est antidaté? Nous, non, on le sait dans parce ce cas, que nous sommes préparés. Si vous dites que c'est antidaté, est-ce que c'est? Ou c'est antidaté ou ce n'est pas? Parce que pour l'instant, elle est encore membre du conseil. Moi, je dis que nous sommes allés consulter la liste des membres du comité central. Elle y est à l'heure où nous parlons. Donc, le décret du président, sa nomination par le président est une violation flagrante de la loi. Bien évidemment. De la loi qui institue le Conseil constitutionnel et le statut des membres du Conseil constitutionnel. Le chef de l'État a violé cette loi. Il faut arrêter, il faut réparer ça rapidement. Et elle, si elle a un peu de morale, elle doit démissionner. Voilà, il n'y a pas d'histoire dessus. Alors nous parlons, elle devrait déjà avoir démissionné. Parce qu'à l'heure où nous parlons, elle est elle est en situation flagrante de violation de la loi. Si on vous nomme, vous pouvez vous constater que votre nomination est irrégulière. Si vous vous donnez l'honneur, vous la refusez. Vous demandez à celui qui a procédé à la nomination de conformer la nomination à la loi. C'est-à-dire vous qui bénéficiez de la nomination. Maintenant, le président qui est réputé légaliste devrait constater que manifestement, il a violé la loi, il doit réparer ça. Tout ça crée un climat de chaos préélectoral qui n'est pas de nature à favoriser la sérénité que le président souhaite de tous ses voeux. Maintenant, quand je viens de dire ça, moi, je n'utilise pas ça
n'est-ce pas, je n'inscris pas cette situation dans le même sens que ceux qui sont dans les bagarres, à lutte à mort pour l'élection présidentielle. Au niveau de la fédération, on pense que le discours suffit. Le supposé charisme de la légende remplace la réflexion et ça suffit à taire les critiques. On a basculé dans la religion. Dans la religion. La gestion de football, ça peut être une démarche religieuse, puisqu'on voit comment on gère ailleurs, on voit les championnats ailleurs. Donc, le championnat est en crise, c'est plus un débat, il y a la crise. La dernière séquence de Bamboutos n'est que un autre élément qui vient conforter une dynamique de crise que l'on voit depuis l'arrivée de Samuel à la tête de la fédération. Quand ce ne sont pas les crises avec l'État, la manière curieuse de gérer les dossiers sensibles comme le staff de l'Union indomptable, par l'équipe nationale, alors qu'il y a une convention qui lie l'État à la FECAFO. Maintenant, on voit tous ces anciens supporters. Il a été élu avec le soutien brillant des clubs. C'était un nom, il n'est pas le seul nom. M. Dialakwane, on peut citer. Tous ces gens qui étaient ses fans, qui étaient même des fans avant d'être même des soutiens. Guibaï, Guitama, tous ces gens qui sont partis. Je ne parle pas des secrétaires généraux qui ont démissionné, etc. Je ne parle pas de... Mais tous ces gens, on ne peut pas dire qu'ils en veulent, là, c'est même le taux. On ne peut pas dire qu'ils sont jaloux d'une légende. Hein? Donc, la crise, elle est là. Elle est immense. Et ça traduit une déception. Voilà. Donc, c'est un fait. Les arbitres sont entrés dans la danse, ils avertissent. Aussi les arbitres aussi. On va dire que les arbitres sont comme les présidents de club qui détournent l'argent destiné aux joueurs. Les arbitres. Quel est ce championnat qui peut se jouer dans la guerre entre les clubs et les joueurs, avec au-dessus le président de la fédération? Non, c'est pas possible. Il faut à un moment donné qu'on rassemble tous les acteurs de football, il faut les rassembler, parce que c'est avec eux qu'on fait le football. Ce qu'on a vu avec ce pape amène à poser des questions. Oui, président Banatani, on avait remarqué un retournement rapide sur l'enseignement catholique. Mais c'est plus que je vais vous dire, c'est grave que ça. Ça dit c'est grave parce que vous allez voir le rapport avec l'État profond américain et le projet des mondialistes dans le monde. D'abord, d'après les critiques catholiques de son magistère, vous avez les noms comme Monseigneur Vigano. Vigano, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un complotiste, Vigano. C'est un prince de l'Église au sens catholique, au sens même de la tradition de l'Église. Il faut lire Vigano. Je voudrais renvoyer ici une excellente analyse qu'a faite Ricardo dans sa minute. Ricardo, il ne c'est pas le seul. Beaucoup de princes de l'Église, beaucoup de milieux de l'Église catholique ont réagi, ont dénoncé la dérive que le pape François incarnait, à ce niveau de la doctrine originelle de l'Église. Il a revu tout ça. Il a même supprimé les messes en latin. S'attaquer au rite originel, à la tradition, dans la tradition originelle de l'Église. S'attaquer à ça, sous prétexte de faire des réformes. Il a supprimé les congrégations historiques, les a remplacées par des dicastères. Bien évidemment, président. Est-ce qu'on peut revenir à la question principale de notre sujet? Je vais arriver là. Vous savez que je n'oublie jamais la question. Mais je voudrais donner de la profondeur à mes réponses, si vous le permettez. Donc, ces agents, ces communicateurs disent que non, il a réformé l'Église, pour que l'Église catholique soit en phase avec son monde, avec l'époque. Mais on ne réforme pas quelqu'un ou quelque chose en s'attaquant à son essence. Puisque l'essence est ce qui fait cette chose-là. Voilà, donc, mais lui, c'est ça à quoi il est arrivé. Il est allé. Donc, quand il supprime les congrégations, il les remplace par les dicastères. Voilà, tout ça. Il a mondanisé l'Église catholique. Il a mondanisé l'Église. C'est devenu pratiquement, on dirait, un grand club où les prêtres ne portent plus la soutane, les sœurs ne portent plus les foulards, on ne prie pratiquement plus, ils ne prient plus, mais on se livre à des mondanités, on prend des photos avec les gays, on prend des postures, on reçoit les artistes, on reçoit les footballeurs, etc. Mais tout ça n'est pas mauvais. Mais ça, quoi? Quand on a fait ça, le but c'est quoi par rapport aux missions originelles de l'Église? Le but c'est quoi?
Madame Charlotte. Le but, c'était quoi? Alors, la question des LGBT. La question du Covid, Madame Charlotte. Mais c'est un crime contre l'humanité. On est obligé de parler comme ça. C'est un crime contre l'humanité. Le pape a été un des meilleurs agents propagateurs du Covid. Et bien des meilleurs et du vaccin. Quand on sait qu'il était un grand promoteur du capitalisme et des acteurs présents, ça ne peut pas surprendre. Mais très bien, vous voyez de quoi. Mais ce n'est pas le hasard, ça. Ce n'est pas le hasard. Je vais arriver pour vous dire pourquoi il y a eu ça. La manière même dont il est devenu pape. Pourquoi il a adhéré, même pas il a adhéré, il était un acteur, on dirait un pion de la franc-maçonnerie plaçant la tête de l'Église catholique, un acteur majeur de l'État profond mondialiste avec le projet que vous connaissez. Ce pape-là, il s'est fait le champion de l'écologie. Alors, ces communicateurs disent que non, c'est une révolution, le pape qui parle de l'écologie, etc. Mais qu'il parle de tout ce qu'il veut, mais pas au détriment de la mission originelle de l'Église catholique telle qu'elle s'est présentée au monde. Qui va déstabiliser le Burkina Faso? Ce général et son ami. Lui, c'est qui? C'est qui? Parce que le général américain, c'est qui? Vous voyez qu'il a mesure de déstabiliser le Burkina Faso? Avant lui, ceux qui ont essayé sont où? Le vaurien de l'élite ne fait que ça depuis qu'il est là-bas. Il est à quel niveau? Ne donnez pas d'importance à des... Vous croyez qu'être américain, c'est quoi sur cette terre? C'est quoi? C'est quoi l'Amérique? C'est quoi? C'est une nation comme les autres. Et il n'y a pas de différence devant Dieu entre les nations. Sauf si on est aliéné par les histoires qu'on vous raconte au Moyen-Orient. J'ai suivi ça. Mais j'ai demandé à ceux qui m'ont posé des questions d'être vigilants et d'éviter de taper sur un négrillon de service qu'on nous a présenté. Alors qu'on a bombardé des généraux, mais ça ne veut rien dire, puisque l'État profond s'en fout des généraux. C'est eux qui nomment les généraux. Vous connaissez l'histoire de Colin Powell? Colin Powell. Oui, Colin Powell. C'était un négro comme toi, sauf que bon, il était un peu plus basané que celui qui est là. C'est ce qu'on dit, non, professeur Bellec? Ça, j'ai mal parlé, basané? Un peu plus clair. Voilà, c'était plus clair. Donc, ça... On l'avait chargé de faire le sale boulot, puisqu'on charge toujours les Noirs de faire le sale boulot. Il a nous raconter comment l'Irak avait les armes de destruction massive. Il est venu avec un tube, comme ça. Mais à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé pardon. Bon, on peut le pardonner ou pas, mais il a demandé pardon avant sa mort. Donc, on a le choix entre s'en prendre à ce négrillon de service ou s'attaquer au vrai patron. Le vrai patron, c'est l'État profond qu'il a nommé. Joe Biden. On connaît les projets de l'État profond américain pour l'Afrique. Donc, quand quelqu'un est audité devant le Sénat est censé représenter le peuple américain. Il répond à une politique que ses patrons lui ont imposée. En général, ce n'est qu'un exécutant. Tout à fait. Donc, ses patrons il exécute une politique qui est la politique américaine sous la présidence Biden, symbole incarnant l'État profond américain. Ça fait de l'Amérique un État barbare, sauvage, qui considère que la planète Terre est un territoire américain. Ça, c'est pas écrit, mais c'est comme ça qu'ils pensent ça. Ils ont découpé la Terre en régions militaires. C'est ça, Africom, c'est ça, Eurocom, tout ce que vous voulez. En régions militaires. En supposant que tout dirigeant qui ne s'inscrit pas dans leur plan est un ennemi, on va chercher des poux sur sa tête. Quand ça n'existe pas, on va inventer. Quand ça n'existe pas, on dit à un général de raconter ces histoires-là que bon, M. Traoré travaille pour lui-même, il faut donc le renverser. Ça dit, ça ne mérite même pas un commentaire. On est dans le cadre du terrorisme d'État américain. C'est un État terroriste. L'Amérique, c'est un État terroriste. C'est un État barbare, sauvage, terroriste. C'est toute l'histoire des États-Unis. Trump n'y changera rien. Du moins, il lui faut du temps s'il veut changer quelque chose. Il n'y changera rien. Mon soutien à Trump ne veut pas dire que je ne connais pas ce que c'est que l'Amérique. C'est un soutien stratégique. Il y a des sujets sur lesquels on se retrouve. Mais Trump n'est pas notre ami. C'est un Américain. Et il revendique l'esprit pionnier américain. C'est quoi l'esprit pionnier américain? C'est une conception du christianisme qui considère que les Indiens ne sont pas des êtres humains. On peut les génocider. Après, on crée un Far West, on tue tout le monde. Quand on a fallu de tuer tout le monde, on tue les gens dans le monde entier. On installe la guerre partout. On fabrique des... C'est un État barbare, sauvage. Donc ce général-là, il n'est qu'à l'image des États-Unis.
Voilà. Donc, il exécute une politique qui est concrètement ce que nous avons dit depuis 15 ans aux Africains. L'État américain, c'est l'État qui finance, protège les terroristes dans le monde entier. C'est connu. Allez lire Wikileaks, si vous n'êtes pas encore informé. Ça fait 15 ans que nous le disons. Alors, on nous a traité tout le nom d'oiseaux. Maintenant, c'est un débat que, bon, moi, je perds plus le temps de tout. Maintenant, tout le monde sait ça. Donc, ils ont un plan pour l'Afrique. Et surtout l'Afrique de l'Ouest. L'AES n'arrange pas les affaires des États-Unis. N'arrange pas. D'autant plus que, d'après eux, c'est la Russie qui est derrière. Tout à fait. Puisque l'Africain ne peut rien faire de lui-même. La Russie qui est derrière. Donc, l'OTAN n'accepte pas ça. Donc, l'OTAN cherche les moyens de déstabiliser l'AES. Quand ça dépasse le vaurien qui est à l'Élysée, ses patrons prennent l'affaire à main. C'est ça, ce passage de ce petit général-là devant, devant le Sénat américain, où il raconte des âneries. Si on veut s'en prendre à lui, on va l'insulter ce matin, mais ça sert à quoi? Très bien. Il faut s'en prendre. C'est la politique américaine. Et avant l'arrivée de Trump, vous vous rappelez qu'on a voté une loi aux États-Unis? Elle a été entérinée par une des chambres. Tout à fait. Quand nous avons commencé à crier dessus, ils ont eu honte de faire entériner par les deux chambres. La loi disait quoi? Que si vous traitez avec la Russie, on peut vous tuer. Si un État traite avec la Russie, on lui déclare la guerre. On lui inflige des sanctions. Vous avez déjà entendu ça dans les relations internationales? À ce niveau-là? Vous avez déjà entendu ça? Ce sont des sauvages. Donc nous, on dit ceci. Moi, j'attends. Moi, je ne parle pas comme les autres. Hein. Ça fait depuis que l'AES est né, grâce au travail que nous avons fait, j'ai dit ceci. Je veux voir le pays va déstabiliser l'AES. Je veux voir comment on va toucher un seul président de l'AES. Depuis 4 ans, c'est ce que moi j'ai dit. Très bien. Vous êtes témoin, non? Je veux voir comment ce petit général va déstabiliser Traoré. Je veux voir.